La princesse de Montpensier ***** La princesse de Montpensier. Le libraire au lecteur. Le respect que l'on doit à l'illustre nom qui est à la teste de ce livre, et la considération que l'on doit avoir pour les éminentes personnes qui sont descendues de ceux qui l'ont porté, m'oblige de dire, pour ne pas manquer envers les uns ni les autres en donnant cette histoire au public, qu'elle n'a été tirée d'aucun manuscrit qui nous soit demeuré du temps des personnes dont elle parle. L'auteur ayant voulu pour son divertissement écrire des aventures inventées à plaisir, a jugé plus à propos de prendre des noms connus dans nos histoires, que de se servir de ceux que l'on trouve dans les romans, croyant bien que la réputation de Madame de Montpensier ne sera pas blessée par un récit effectivement fabuleux. S'il n'est pas de ce sentiment, j'y supplée par cet avertissement, qui sera aussi avantageux à l'auteur, que respectueux pour moi envers les morts qui y sont intéressés, et envers les vivants qui pourront y prendre part. Privilège du roi Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à nos amis et faux conseillers les gens tenant nos cours de parlement, mesters des requests ordinaires de notre hostel, baillifs, sénéchaux, prévôts, leurs lieutenants, et à tous autres nos justiciers et officiers qu'il appartiendra, salut. Notre ami Augustin Courbet, marchand libraire de notre bonne ville de Paris, nous a fait remonstrer qu'il aura recouvert un livre, intitulé La princesse de Montpensier, lequel il désirerait faire imprimer, mais craignant que quelque libraire, ou autre envieux de son travail, ne voulusse lui contrefaire, et l'imprimer, tant sur sa copie que sur d'autres, il nous a très humblement supplié de lui accorder pour ce nos lettres de permission et privilège à ses causes, voulant favorablement traiter. L'exposant, nous lui avons permis et permettons d'imprimer, ou faire imprimer le dit livre en tel volume qu'il jugera bon estre durant l'espace de 7 années, à compter du jour qu'il sera achevé d'être imprimé pour la première fois, faisant très expresse défense à toute personne de quelque qualité et condition qu'elle soit, de l'imprimer, vendre ni distribuer, sous prétexte de correction, changement de titre, ou autrement, en quelque sorte et manière que ce soit, mesme d'en apporter. Vendre et distribuer de ceux qui pourront être contrefaits pays étrangers, à peine de confiscation des exemplaires contrefaits, de tous dépens, dommages et interests, et de 1500 livres d'amende, applicables à l'hôpital général de notre bonne ville de Paris, à condition qu'il sera mis 2 exemplaires du dit livre dans notre bibliothèque publique, un dans notre cabinet, et un en celle de notre très cher et fil chevalier, comte de Gian, chancelier de France, le sieur Séguier, avant que l'exposé en vente à peine de nullité des présents, du contenu desquels, nous voulons et vous-même dînes que vous fassiez jouir dans tous les lieux de notre obéissance le dit Courbet, ou ceux qui auront droit de Louis, sans souffrir qu'il leur soit donné aucun empêchement, et qu'en mettant au commencement ou à la fin du dit livre un extrait des présents, elle soit tenue pour bien aider et m'en signifier, men dînes au premier notre huissier ou sergent sur ce requis, faire tous exploits nécessaires, sans demander autre permission, car tel est notre plaisir, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles, desquelles nous nous réservons la connaissance, et à notre conseil, nonobstant clameur de Rareau, Chartres normande, et autres lettres à ce contraire. Donné à Saint-Germain, le 27e jour de juillet, l'an de grâce 1662, et de notre règne le 20e, par le roi en son conseil. Signé, Justel. Et le dit Courbet a cédé et transporté son droit de privilège à Thomas Joly et Louis Bienne, marchands libraires à Paris, pour en jouir le temps porté par celui. Et le dit Joly et Bienne ont associé avec eux Charles de Cercy, aussi marchand libraire à Paris. Registré sur le livre de communauté le 19 août 1662. Suivant l'arrest du Parlement du 8 avril 1653. Les exemplaires ont été fournis. Achevé d'imprimer le 20
août 1662. La princesse de Montpensier. Pendant que la guerre civile déchiroit la France sous le règne de Charles IX, l'amour ne laissa pas de trouver sa place parmi tant de désordres et d'en causer beaucoup dans son empire. La fille unique du marquis de Mezire, héritière très considérable, et par ses grands biens, et par l'illustre maison d'Anjou dont elle estoit descendue estoit promise au duc du Maine, cadet du duc de Guise, que l'on a depuis appelé le Balafré. L'extrême jeunesse de cette grande héritière retardoit son mariage. Et cependant le duc de Guise qui la voua souvent, et qui voua en elle les commencements d'une grande beauté, en devint amoureux, et en fut aimé. Ils cachent leur amour avec beaucoup de soin. Le duc de Guise, qui n'avoit pas encore autant d'ambition qu'il en a eu depuis, souhaitoit ardemment de l'épouser, mais la crainte du cardinal de Lorraine, qui lui tenoit lieu de père, l'empêchoit de se déclarer. Les choses estoient en cet état, lorsque la maison de Bourbon, qui ne pouvait voir qu'avec envie l'élévation de celle de Guise, s'apercevant de l'avantage qu'elle recevra de ce mariage, se résolut de le louer à cette heure, et d'en profiter elle-même en faisant épouser cette héritière au jeune prince de Montpensier. On travailla à l'exécution de ce dessein avec tant de succès, que les parents de mademoiselle de Mezire, contre les promesses qu'ils avaient faites au cardinal de Lorraine, se résolurent de la donner en mariage à ce jeune prince. Toute la maison de Guise fut extrêmement surprise de ce procédé, mais le duc en fut accablé de douleur, et l'interest de son amour lui fit recevoir ce manquement de parole comme un affront insupportable. Son ressentiment éclata bientôt, malgré les réprimandes du cardinal de Lorraine et du duc d'Aumale ses oncles, qui ne vouloient pas s'opiniâstrer à une chose qu'il voit ne pouvoir empêcher, et il s'emporta avec tant de violence, en présence même du jeune prince de Montpensier, qu'il en acquit entre eux une haine qui ne finit qu'avec leur vie. Mademoiselle de Mezire, tourmentée par ses parents d'épouser ce prince, voyant d'ailleurs qu'elle ne pouvait épouser le duc de Guise, et connaissant par sa vertu qu'il estoit dangereux d'avoir pour beau-frère un homme qu'elle eût souhaité pour mari, se résolut enfin de suivre le sentiment de ses proches, et conjura monsieur de Guise de ne plus apporter d'obstacle à son mariage. Elle épousa donc le prince de Montpensier, qui peu de temps après l'emmena à Champigny, séjour ordinaire des princes de sa maison, pour l'hoster de Paris, où apparemment tout l'effort de la guerre allait tomber. Cette grande ville estoit menacée d'un siège par l'armée des Huguenots, dont le prince de Condé estoit le chef, et qui venoit de déclarer la guerre au roi pour la seconde fois. Le prince de Montpensier dans sa plus tendre jeunesse avait fait une amitié très particulière avec le comte de Chabannes, qui estoit un homme d'un âge beaucoup plus avancé que Louis, et d'un mœurs extraordinaire. Ce comte avait été si sensible à l'estime et à la confiance de ce jeune prince, que contre les engagements qu'il avait avec le prince de Condé, qui lui faisait espérer des emplois considérables dans le parti des Huguenots, il se déclara pour les catholiques, ne pouvant se résoudre à être opposé en quelque chose à un homme qui lui estoit si cher. Ce changement de parti n'ayant point d'autre fondement, l'on douta qu'il fasse véritable, et la reine-mère, Catherine de Médicis, en eut de si grands soupçons, que la guerre étant déclarée par les Huguenots, elle eut dessein de le faire reste, mais le prince de Montpensier l'en empêcha, et emmena Chabannes à Champigny en allant avec sa femme. Le comte ayant l'esprit fort doux et fort agréable, gagna bientôt l'estime de la princesse de Montpensier, et en peu de temps elle n'eut pas moins de confiance et d'amitié pour Louis qu'en avait le prince son mari. Chabannes de son côté regardoit avec admiration tant de beauté, d'esprit, et de vertu qui paroissoient en cette jeune princesse, et se servant de l'amitié qu'elle lui témoigna, pour lui inspirer des sentiments d'une vertu extraordinaire, et digne de la grandeur de sa naissance, il la rendit en peu de temps une des personnes du monde la plus achevée.
Le prince étant revenu à la cour, où la continuation de la guerre l'appeloit, le comte demeura seul avec la princesse, et continua d'avoir pour elle un respect et une amitié proportionnés à sa qualité et à son meurayt. La confiance s'augmenta de part et d'autre, et à tel point du côté de la princesse de Montpensier, qu'elle lui apprist l'inclination qu'elle avait eue pour monsieur de Guise, mais elle lui apprit aussi en mesme temps, qu'elle estoit presque éteinte, et qu'il ne lui en restoit que ce qui estoit nécessaire pour défendre l'entrée de son cœur à une autre inclination, et que la vertu se joignant à ce reste d'impression, elle n'estoit capable que d'avoir du mépris pour ceux qui oseroient avoir de l'amour pour elle. Le comte qui connaissoit la sincérité de cette belle princesse, et qui lui voit d'ailleurs des dispositions si opposées à la faiblesse de la galanterie, ne douta point de la vérité de ses paroles, et néanmoins il ne put se défendre de tant de charmes qu'il voit tous les jours de si près. Il devint passionnément amoureux de cette princesse, et quel compte qu'il trouvasse à se laisser surmonter, il fallut si d'heures, et l'aimer de la plus violente et de la plus sincère passion qui fut jamais. S'il ne fut pas maître de son cœur, il le fut de ses actions. Le changement de son âme n'en apporta point dans sa conduite, et personne ne soupçonna son amour. Il prit un soin exact pendant une année entière de le cacher à la princesse, et il crut qu'il auroit toujours le mesme désir de le lui cacher. L'amour fit en lui ce qu'il fait en tous les autres, il lui donna l'envie de parler, et après tous les combats qui ont accoutumé de se faire en pareilles occasions, il osa lui dire qu'il l'aimait, s'estant bien préparé à essuyer les orages dont la fierté de cette princesse le menaçait. Mais il trouva en elle une tranquillité et une froideur pire 1000 fois que toutes les rigueurs à quoi il s'estoit attendu. Elle ne prit pas la peine de se mettre en colère contre lui. Elle lui représenta en peu de mots la différence de leurs qualités et de leur âge, la connaissance particulière qu'il avait de sa vertu, et de l'inclination qu'elle avait eue pour le duc de Guise, et surtout ce qu'il devait à l'amitié et à la confiance du prince son mari. Le comte pensa mourir à ses pieds de honte et de douleur. Elle tâcha de le consoler, en l'assurant qu'elle ne se souviendra jamais de ce qu'il venait de lui dire, qu'elle ne se persuadera jamais une chose qui lui estoit si désavantageuse, et qu'elle ne le regardera jamais que comme son meilleur ami. Ces assurances consolèrent le comte comme on se le peut imaginer. Il sentit le mépris des paroles de la princesse dans toute leur étendue, et le lendemain la revoyant avec un visage aussi ouvert que de coutume, son affliction en redoubla de la moitié. Le procédé de la princesse ne la diminua pas. Elle vécut avec lui avec la mesme bonté qu'elle avait accoutumée. Elle lui reparla, quand l'occasion en fit naître le discours, de l'inclination qu'elle avait eue pour le duc de Guise, et la renommée commençant alors à publier les grandes qualités qui paroissaient en ce prince, elle lui avoua qu'elle en sentoit de la joie, et qu'elle estoit bien aise de voir qu'il méritoit les sentiments qu'elle avait eus pour lui. Toutes ces marques de confiance qui avaient été si chères au comte, lui devinrent insupportables. Il n'osa pourtant le témoigner à la princesse, quoiqu'il osât bien la faire souvenir quelquefois de ce qu'il avait eu la hardiesse de lui dire. Après 2 années d'absence, la paix étant faite, le prince de Montpensier revint trouver la princesse sa femme, tout couvert de la gloire qu'il avait acquise au siège de Paris, et à la bataille de Denis. Il fut surpris de voir la beauté de cette princesse dans une si grande perfection, et par le sentiment d'une jalousie qui lui estoit naturelle, il en eut quelque chagrin, prévoyant bien qu'il ne serait pas seul à la trouver belle. Il eut beaucoup de joie de revoir le comte de Chabannes, pour qui son amitié n'estoit point diminuée. Il lui demanda confidemment des nouvelles de l'esprit et de l'humeur de sa femme, qui lui estoit quasi une personne inconnue, par le peu de temps qu'il avait demeuré avec elle.
Le conte avec une sincérité aussi exacte que s'ils n'eussent point été amoureux, dit au prince tout ce qu'il conçoit en cette princesse capable de la lui faire aimer, et il avertit aussi madame de Montpensier de toutes les choses qu'elle devra faire pour achever de gagner le cœur et l'estime de son mari. Enfin la passion du comte le porta si naturellement à ne songer qu'à ce qui pouvait augmenter le bonheur et la gloire de cette princesse, qu'il oubliait sans peine l'interest qu'ont les amants à empêcher que les personnes qu'il aime ne soient dans une parfaite intelligence avec leur mari. La paix ne fit que paroître. La guerre recommença aussitôt par le dessein qu'eut le roi de faire reste à Noailles le prince de Condé et l'amiral de Chastillon, et ce dessein ayant été découvert, l'on commença de nouveau les préparatifs de la guerre, et le prince de Montpensier fut contraint de quitter sa femme pour se rendre où son devoir l'appelait. Chaban le suivit à la cour, s'estant entièrement justifié auprès de la reine. Ce ne fut pas sans une douleur extrême qu'il quitta la princesse, qui de son côté demeura fort triste des périls où la guerre alloit exposer son mari. Les chefs des Huguenots s'estoient retirés à La Rochelle. Le Poitou et la Quintoge estant dans leur parti, la guerre s'y alluma fortement, et le roi y rassembla toutes ses troupes. Le duc d'Anjou son frère, qui fut depuis Henri III, y acquit beaucoup de gloire par plusieurs belles actions, et entre autres par la bataille de Jarnac, où le prince de Condé fut tué. Ce fut dans cette guerre que le duc de Guise commença à avoir des emplois considerables, et à faire connaître qu'il passoit de beaucoup les grandes espérances qu'on avait conçues de lui. Le prince de Montpensier qui le haïssoit, et comme son ennemi particulier, et comme celui de sa maison, ne voit qu'avec peine la gloire de ce duc, aussi bien que l'amitié que lui témoigna le duc d'Anjou. Après que les deux armées se furent fatiguées par beaucoup de petits combats, d'un commun consentement on licencia les troupes pour quelque temps. Le duc d'Anjou demeura à Loches, pour donner ordre à toutes les places qui eussent pu être attaquées. Le duc de Guise y demeura avec Louis, et le prince de Montpensier accompagné du comte de Chabannes s'en retourna à Champigny, qui n'estoit pas fort éloigné de là. Le duc d'Anjou alloit souvent visiter les places qu'il faisoit fortifier. Un jour qu'il revenoit à Loches par un chemin peu connu de ceux de sa suite, le duc de Guise qui se vantoit de le savoir, se mit à la tête de la troupe pour servir de guide, mais après avoir marché quelque temps, il s'égara, et se trouva sur le bord d'une petite rivière, qu'il ne reconnut pas lui-même. Le duc d'Anjou y fit la guerre de les avoir si mal conduits, et estant arrestés en ce lieu, aussi disposés à la joie qu'ont accoutumé de l'est de jeunes princes, ils apercevraient un petit bateau qui estoit arresté au milieu de la rivière, et comme elle n'estoit pas large, ils distinguèrent dans ce bateau 3 ou 4 femmes, et une entre autres qui leur sembla fort belle, qui estoit habillée magnifiquement, et qui regardoit avec attention 2 hommes qui pesquoient auprès d'elle. Cette aventure donna une nouvelle joie à ces jeunes princes, et à tous ceux de leur suite. Elle leur parut une chose de roman. Les uns disoient au duc de Guise, qu'il les avait égarés exprès pour leur faire voir cette belle personne, les autres, qu'il falloit, après ce qu'avait fait le hasard, qu'il en devint amoureux, et le duc d'Anjou soustenoit que c'estoit Louis qui devait être son amant. Enfin, voulant pousser l'aventure à bout, ils firent avancer dans la rivière de leurs gens à cheval, le plus avant qu'il se put, pour crier à cette dame que c'estoit monsieur d'Anjou, qui eût bien voulu passer de l'autre côté de l'eau, et qui prioit qu'on le vînt prendre. Cette dame, qui estoit la princesse de Montpensier, entendant dire que le duc d'Anjou estoit là, et ne doutant point à la quantité des gens qu'elle voit au bord de l'eau, que ce ne fasse Louis, fit avancer son bateau pour aller du côté où il estoit. Sa bonne mine le Louis fit bientôt se distinguer des autres. Mais elle distingua encore plus tos le duc de Guise. Sa vue Louis apporta un trouble qui la fit un peu rougir, et qui la fit paroître aux yeux de ces princes dans une beauté qu'ils crurent surnaturelle.
Le duc de Guise la reconnut d'abord, malgré le changement avantageux qui s'estoire fait en elle depuis les 3 années qu'il ne la voit vue. Il dit au duc d'Anjou qui elle estoire, qui fut honteux d'abord de la liberté qu'il avoit prise, mais voyant Madame de Montpensier si belle, et cette aventure lui plaisant si fort, il se résolut de l'achever, et après 1000 excuses et 1000 compliments, il inventa une affaire considerable, qu'il disoit avoir au-delà de la rivière, et accepta l'offre qu'elle lui fit de le passer dans son bateau. Il y entra seul avec le duc de Guise, donnant ordre à tous ceux qui les suivoient d'aller passer la rivière à un autre endroit et de les venir joindre à Champigny, que Madame de Montpensier leur dit qu'il n'estoit qu'à 2 lieues de là. Sitôt qu'ils furent dans le bateau, le duc d'Anjou lui demanda à quoi il devoit une si agréable rencontre, et ce qu'elle faisoit au milieu de la rivière. Elle lui répondit, qu'étant partie de Champigny avec le prince son mari, dans le dessein de le suivre à la chasse, s'estant trouvée trop lasse, elle estoit venue et sur le bord de la rivière, où la curiosité de voir prendre un saumon qui avoit donné dans un filet, l'avoit fait entrer dans ce bateau. Monsieur de Guise ne se mêloit point dans la conversation, mais sentant réveiller vivement dans son cœur tout ce que cette princesse y avoit autrefois fait naître, il pensoit en lui-même qu'il sortiroit difficilement de cette aventure sans rentrer dans ses liens. Ils arrivent bientôt au bord, où ils trouvent les chevaux et les escuières de Madame de Montpensier, qui l'attendoient. Le duc d'Anjou et le duc de Guise lui aident à monter à cheval, où elle se tenoit avec une grâce admirable. Pendant tout le chemin elle les entretint agréablement de diverses choses. Ils ne furent pas moins surpris des charmes de son esprit, qu'ils la voient esté de sa beauté, et ils ne purent s'empêcher de lui faire connaître qu'il en estoit extraordinairement surpris. Elle répondit à leur louange avec toute la modestie imaginable, mais un peu plus froidement à celle du duc de Guise, voulant garder une fierté qui l'empêcha de fonder aucune espérance sur l'inclination qu'elle avoit eue pour lui. En arrivant dans la première cour de Champigny, ils trouvent le prince de Montpensier, qui ne faisoit que de revenir de la chasse. Son étonnement fut grand de voir marcher 2 hommes accostés de sa femme, mais il fut extrême, qu'en s'approchant de plus près, il reconnut que c'estoit le duc d'Anjou, et le duc de Guise. La haine qu'il avoit pour le dernier se joignant à sa jalousie naturelle, lui fit trouver quelque chose de si désagréable à voir ces princes avec sa femme, sans savoir comment il s'y estoit trouvé, ni ce qu'il venoit faire en sa maison, qu'il ne put cacher le chagrin qu'il en avoit. Il en rejeta adroitement la cause sur la crainte de ne pouvoir recevoir un si grand prince selon sa qualité, et comme il l'eussent bien souhaité. Le comte de Chabannes avoit encore plus de chagrin de voir Monsieur de Guise auprès de Madame de Montpensier, que Monsieur de Montpensier n'en avoit lui-même. Ce que le hasard avoit fait pour rassembler ces 2 personnes, lui sembla de si mauvais augure, qu'il pronostiqua aisément que ce commencement de roman ne sera pas sans suite. Madame de Montpensier fit le soir les honneurs de chez elle avec le mesme agrément qu'elle faisoit toutes choses. Enfin elle ne plut que trop à ses rostes. Le duc d'Anjou, qui estoit fort galant et fort bien fait, ne put voir une fortune si digne de lui sans la souhaiter ardemment. Il fut touché du mesme mal que Monsieur de Guise, et feignant toujours des affaires extraordinaires, il demeura 2 jours à Champigny, sans être obligé d'y demeurer que par les charmes de Madame de Montpensier, le prince son mari ne faisant point de violence pour l'y retenir. Le duc de Guise ne partit pas sans faire entendre à Madame de Montpensier qu'il estoit pour elle, ce qu'il avoit esté autrefois, et comme sa passion n'avoit esté et de personne, il lui dit plusieurs fois devant tout le monde, sans être entendu que d'elle, que son cœur n'estoit point changé. Et Louis et le duc d'Anjou partirent de Champigny avec beaucoup de regret. Ils marcheront longtemps tous 2 dans un profond silence. Mais enfin le duc d'Anjou s'imaginant tout d'un coup que ce qui faisoit sa rêverie,
pouvant bien causer celle du duc de Guise. Louis demanda brusquement s'il pensoit aux beautés de la princesse de Montpensier. Cette demande si brusque, jointe à ce qu'avait déjà remarqué le duc de Guise des sentiments du duc d'Anjou, Louis fit voir qu'il serait infailliblement son rival, et qu'il lui estoit très important de ne pas découvrir son amour à ce prince. Pour Louis en asteur tout soupçon, il lui répondit en riant, qu'il paroissoit lui-même si occupé de la rêverie dont il l'accusoit, qu'il n'avait pas jugé à propos de l'interrompre, que les beautés de la princesse de Montpensier n'estoient pas nouvelles pour Louis, qu'il s'estoit accostumé à en supporter l'éclat du temps qu'elle estoit destinée à être sa belle sûre, mais qu'il voit bien que tout le monde n'en estoit pas si peu ébloui. Le duc d'Anjou lui avoua qu'il n'avait encore rien vu qui lui parut comparable à cette jeune princesse, et qu'il sentoit bien que sa vue lui pourrait être dangereuse, s'il y estoit souvent exposé. Il voulut faire convenir le duc de Guise qu'il sentoit la même chose, mais ce duc, qui commençoit à se faire une affaire sérieuse de son amour, n'en voulut rien avouer. Ces princes s'en retourneront à Loches, faisant souvent leur agréable conversation de l'aventure, qui leur avait découvert la princesse de Montpensier. Ce ne fut pas un sujet de si grand divertissement dans Champigny. Le prince de Montpensier estoit mal content de tout ce qui estoit arrivé, sans qu'il en pût dire le sujet. Il trouva mauvais que sa femme se fasse trouver dans ce bateau. Il lui sembla qu'elle avait reçu trop agréablement ses princes, et ce qui lui déplaisoit le plus, estoit d'avoir remarqué que le duc de Guise l'avait regardé attentivement. Il en conçut dès ce moment une jalousie furieuse, qui le fit ressouvenir de l'emportement qu'il avait témoigné lors de son mariage, et il eut quelque pensée que dès ce temps-là même il en estoit amoureux. Le chagrin que tous ces soupçons lui causèrent donnèrent de mauvaises heures à la princesse de Montpensier. Le comte de Chabannes, selon sa coutume, prit soin d'empêcher qu'il ne se brouillasse tout à fait, afin de persuader par là à la princesse, combien la passion qu'il avait pour elle estoit sincère et d'intéressée. Il ne put s'empêcher de lui demander l'effet qu'avait produit en elle la vue du duc de Guise. Elle lui apprit qu'elle en avait été troublée, par la honte du souvenir de l'inclination qu'elle lui avait autrefois témoignée, qu'elle l'avait trouvé beaucoup mieux fait qu'il n'estoit en ce temps-là, et que même il lui avait paru qu'il vouloit lui persuader qu'il l'aimait encore, mais elle l'assura en même temps, que rien ne pouvait ébranler la résolution qu'elle avait prise de ne s'engager jamais. Le comte de Chabannes eut bien de la joie d'apprendre cette résolution, mais rien ne le pouvait rassurer sur le duc de Guise. Il témoigna à la princesse qu'il appréhendait extrêmement que les premières impressions ne revinssent bientôt, et il lui fit comprendre la mortelle douleur qu'il aurait pour leur interest commun, s'il la voit un jour changer de sentiments. La princesse de Montpensier continuant toujours son procédé avec Louis, ne répondait presque pas à ce qu'il lui disait de sa passion, et ne considérait toujours en Louis que la qualité du meilleur ami du monde, sans lui vouloir faire l'honneur de prendre garde à celle d'amant. Les armées étant remises sur pied, tous les princes y retourneront, et le prince de Montpensier trouva bon que sa femme s'en vint à Paris, pour n'être plus si proche des lieux où se faisait la guerre. Les Huguenots assiégèrent la ville de Poitiers. Le duc de Guise s'y jeta pour la défendre, et il y fit des actions qui suffirent seules pour rendre glorieuse une autre vie que la sienne. Ensuite la bataille de Moncontour se donna. Le duc d'Anjou, après avoir pris Saint-Jean d'Angély, tomba malade, et quitta en même temps l'armée, soit par la violence de son mal, soit par l'envie qu'il avait de revenir goûter le repos et les douceurs de Paris, où la présence de la princesse de Montpensier n'estoit pas la moindre raison qui lui attirasse. L'armée demeura sous le commandement du prince de Montpensier, et peu de temps après la paix étant faite, toute la cour se trouva à Paris. La beauté de la princesse effaça toutes celles qu'on avait admirées jusqu'alors. Elle attira les yeux de tout le monde, par les charmes de son esprit et de sa personne.
Le duc d'Anjou ne changea pas à Paris les sentiments qu'il avoit conçus pour elle à Champigny. Il prit un soin extrême de le lui faire connaître par toutes sortes de soins, prenant garde toutefois à ne lui en pas rendre des témoignages trop éclatants, de peur de donner de la jalousie au prince son mari. Le duc de Guise acheva d'en devenir violemment amoureux, et voulant par plusieurs raisons tenir sa passion cachée, il se résolut de la lui déclarer d'abord, afin de s'épargner tous ces commencements, qui font toujours naître le bruit et l'éclat. Estant un jour chez la reine à une heure où il y avait très peu de monde, la reine s'estant retirée pour parler d'affaires avec le cardinal de Lorraine, la princesse de Montpensier y arriva. Il se résolut de prendre ce moment pour lui parler, et s'approchant d'elle, « Je vais vous surprendre, madame, lui dit-il, et vous déplaire, en vous apprenant que j'ai toujours conservé cette passion qui vous a été connue et autrefois, mais qui s'est si fort augmentée en vous revoyant, que ni votre sévérité, ni la haine de monsieur le prince de Montpensier, ni la concurrence du premier prince du royaume, ne sauront lui asteur un moment de sa violence. Il aura été plus respectueux de vous la faire connaître par mes actions, que par mes paroles, mais, madame, mes actions l'auront apprise à d'autres aussi bien qu'à vous, et je souhaite que vous sachiez seul que je suis assez hardi pour vous adorer. La princesse fut d'abord si surprise et si troublée de ce discours, qu'elle ne songea pas à l'interrompre, mais ensuite étant revenue à elle, et commençant à lui répondre, le prince de Montpensier entra. Le trouble et l'agitation estoient peints sur le visage de la princesse. La veuve de son mari acheva de l'embarrasser, de sorte qu'elle lui en laissa plus entendre, que le duc de Guise ne lui en venait de dire. La reine sortit de son cabinet, et le duc se retira pour guérir la jalousie de ce prince. La princesse de Montpensier trouva le soir dans l'esprit de son mari tout le chagrin imaginable. Il s'emporta contre elle avec des violences épouvantables, et lui défendit de parler jamais au duc de Guise. Elle se retira bien triste dans son appartement, et bien occupée des aventures qui lui étaient arrivées ce jour-là. Le jour suivant elle revit le duc de Guise chez la reine, mais il ne l'aborda pas, et se contenta de sortir un peu après elle, pour lui faire voir qu'il n'y avait que faire quand elle n'y était pas. Il ne se passa point de jour qu'elle ne reçût 1000 marques cachées de la passion de ce duc, sans qu'il essayât de lui en parler, que lors qu'il ne pouvait être vu de personne. Comme elle était bien persuadée de cette passion, elle commença, nonobstant toutes les résolutions qu'elle avait faites à Champigny, à sentir dans le fond de son cœur quelque chose de ce qui y avait été autrefois. Le duc d'Anjou de son côté n'oubliait rien pour lui témoigner son amour en tous les lieux où il la pouvait voir, et il la suivait continuellement chez la reine sa mère. La princesse s'assure, de qui il estait aimé, en estait traité avec une rigueur capable de guérir toute autre passion que la sienne. On découvrit en ce temps-là que cette princesse, qui fut depuis la reine de Navarre, eut quelque attachement pour le duc de Guise, et ce qui le fit découvrir davantage, fut le refroidissement qui parut du duc d'Anjou pour le duc de Guise. La princesse de Montpensier apprit cette nouvelle, qui ne lui fut pas indifférente, et qui lui fit sentir qu'elle prenait plus d'intérêt au duc de Guise qu'elle ne pensait. Monsieur de Montpensier son beau-père, épousant alors mademoiselle de Guise, sûre de ce duc, elle était contrainte de le voir souvent, dans les lieux où les cérémonies des noces les appelaient l'un et l'autre. La princesse de Montpensier ne pouvant plus souffrir qu'un homme que toute la France croit amoureux de madame, osa lui dire qu'il l'estoit d'elle, et se sentant offensée, et quasi affligée de s'être trompée elle-même, un jour que le duc de Guise la rencontra chez sa sœur un peu éloignée des autres, et qu'il lui voulut parler de sa passion, elle l'interrompit brusquement, et lui dit d'un ton de voix qui marqua sa colère, « Je ne comprends pas qu'il faille sur le fondement d'une foi blesse, dont on a été capable à 13 ans, avoir l'audace de faire l'amoureux d'une personne comme moi, et surtout quand on l'est d'une autre à la vue de toute la cour.
Le duc de Guise, qui avoit beaucoup d'esprit, et qui estoit fort amoureux, n'eut besoin de consulter personne, pour entendre tout ce que signifiaient les paroles de la princesse. Il lui répondit avec beaucoup de respect: « J'avoue, madame, que j'ai eu tort de ne pas mépriser l'honneur d'être beau-frère de mon roi, plutôt que de vous laisser soupçonner un moment, que je pouvais désirer un autre cœur que le vôtre, mais si vous voulez me faire la grâce de m'écouter, je suis assurée de me justifier auprès de vous. » La princesse de Montpensier ne répondit point, mais elle ne s'éloigna pas, et le duc de Guise, voyant qu'elle lui donna l'audience qu'il souhaitait, lui apprit que sans cesse attirer les bonnes grâces de madame par aucun soin, elle l'en avait honoré, que n'ayant nulle passion pour elle, il avait très mal répondu à l'honneur qu'elle lui faisait, jusqu'à ce qu'elle lui eusse donné quelque espérance de l'épouser. Qu'à la vérité la grandeur où ce mariage pouvait l'élever, l'avait obligé de lui rendre plus de devoirs, et que c'est ce qui avait donné lieu aux soupçons qu'en avaient eu le roi et le duc d'Anjou, que l'opposition de l'un ni de l'autre ne le dissuadait pas de son dessein, mais que si ce dessein lui déplaisait, il l'abandonna dès lors même, pour n'y penser de sa vie. Le sacrifice que le duc de Guise faisait à la princesse, lui fit oublier toute la rigueur et toute la colère avec laquelle elle avait commencé de lui parler. Elle changea de discours, et se mit à l'entretenir de la faiblesse qu'avait eue madame de l'aimer la première, et de l'avantage considérable qu'il recevrait en l'épousant. Enfin, sans rien dire d'obligeant au duc de Guise, elle lui fit revoir 1000 choses agréables qu'il avait trouvées autrefois en mademoiselle de Mezire. Quoiqu'ils ne se fussent point parlé depuis longtemps, ils se trouvèrent accoutumés l'un à l'autre, et leur cœur se remit aisément dans un chemin qui ne leur restait pas inconnu. Ils finirent cette agréable conversation, qui laissa une sensible joie dans l'esprit du duc de Guise. La princesse n'en eut pas une petite de connaître qu'il l'aimait véritablement. Mais quand elle fut dans son cabinet, quelle réflexion ne fit-elle point sur la honte de s'être laissé fléchir si aisément aux excuses du duc de Guise? Sur l'embarras où elle s'alloit plongée en s'engageant dans une chose qu'elle avait regardée avec tant d'horreur, et sur les effroyables malheurs, où la jalousie de son mari la pouvait jeter. Ces pensées lui firent faire de nouvelles résolutions, mais qui se dissipèrent dès le lendemain par la veille du duc de Guise. Il ne manqua point de lui rendre un compte exact de ce qui se passa entre madame et Louis. La nouvelle alliance de leur maison lui donna occasion de lui parler souvent. Mais il n'avait pas peu de peine à la guérir de la jalousie que lui donna la beauté de madame, contre laquelle il n'y avait point de serment qui la passe rassurée. Cette jalousie servait à la princesse de Montpensier à défendre le reste de son cœur contre les soins du duc de Guise, qui en avait déjà gagné la plus grande partie. Le mariage du roi avec la fille de l'empereur Maximilien remplit la cour de festes et de réjouissances. Le roi fit un ballet, où dansaient madame, et toutes les princesses. La princesse de Montpensier pouvait seule lui disputer le prix de la beauté. Le duc d'Anjou dansa une entrée de mort, et le duc de Guise, avec 4 autres, estoit de son entrée. Leurs habits estoient tous pareils, comme le sont d'ordinaire les habits de ceux qui dansent une messe entrée. La première fois que le ballet se dansa, le duc de Guise devant que de danser, n'ayant pas encore son masque, dit quelques mots en passant à la princesse de Montpensier. Elle s'aperçut bien que le prince son mari y avait pris garde, ce qui la mit en inquiétude. Quelque temps après, voyant le duc d'Anjou avec son masque et son habit de mort, qui venait pour lui parler, troublée de son inquiétude, elle crut que c'était encore le duc de Guise, et s'approchant de Louis, « N'ayez des yeux ce soir que pour madame, lui dit-elle, je n'en serai point jalouse, je vous l'ordonne, on m'observe, ne m'approchez plus. » Elle se retira sitôt qu'elle eut achevé ces paroles. Le duc d'Anjou en demeura accablé comme d'un coup de tonnerre. Il vit dans ce moment qu'il avait un rival aimé. Il comprit par le nom de madame,
que ce rival estoit le duc de Guise, et il ne put douter que la princesse sa sœur ne fasse le sacrifice qui avoit rendu la princesse de Montpensier favorable aux vues de son rival. La jalousie, le dépit, et la rage se joignant à la haine qu'il avoit déjà pour Louis, firent dans son âme tout ce qu'on peut imaginer de plus vil, et il eût donné sur l'heure quelques marques sanglantes de son désespoir, si la dissimulation qui Louis estoit naturelle, ne fût venue à son secours, et ne l'eussent obligé par des raisons puissantes, en l'état qu'estoient les choses, à ne rien entreprendre contre le duc de Guise. Il ne put toutefois se refuser le plaisir de lui apprendre qu'il savoit le secret de son amour, et l'abordant en sortant de la salle, où l'on avoit dansé, c'est trop, lui dit-il, d'oser lever les yeux jusqu'à ma sœur, et de moster ma maîtresse. La considération du roi m'empêche d'éclater, mais souvenez-vous que la perte de votre vie sera peut-être la moindre chose dont je punirai quelque jour votre témérité. La fierté du duc de Guise n'estoit pas accoutumée à de telles menaces. Il ne put néanmoins y répondre, parce que le roi, qui sortoit en ce moment, les appela tous deux, mais elle grave dans son cœur un désir de vengeance, qu'il travailla toute sa vie à satisfaire. Dès le mesme soir le duc d'Anjou lui rendit toutes sortes de mauvais offices auprès du roi. Il lui persuada que jamais madame ne consentiroit d'être mariée avec le roi de Navarre, avec qui on proposoit de la marier, tant que l'on souffriroit que le duc de Guise l'approchât, et qu'il estoit honteux de souffrir qu'un de ses sujets, pour satisfaire à sa vanité, apportasse de l'obstacle à une chose qui devoit donner la paix à la France. Le roi avoit déjà assez d'aigreur contre le duc de Guise. Ce discours l'augmenta si fort, que le voyant le lendemain comme il se pressentoit pour entrer au bal chez la reine, paré d'un nombre infini de pierreries, mais plus paré encore de sa bonne mine, il se mit à l'entrée de la porte, et Louis demanda brusquement où il alloit. Le duc, sans s'estonner, lui dit, qu'il venoit pour Louis rendre ses très humbles services, à quoi le roi répliqua qu'il n'avoit pas besoin de ceux qu'il lui rendoit, et se tourna, sans le regarder. Le duc de Guise ne laissa pas d'entrer dans la salle, outré dans le cœur, et contre le roi, et contre le duc d'Anjou. Mais sa douleur augmenta sa fierté naturelle, et par une manière de dépit il s'approcha beaucoup plus de madame qu'il n'avoit accoutumé, joint que ce que Louis avoit dit le duc d'Anjou de la princesse de Montpensier, l'empesquoit de jeter les yeux sur elle. Le duc d'Anjou les observa soigneusement l'un et l'autre. Les yeux de cette princesse laissoient voir malgré elle quelque chagrin, lors que le duc de Guise parloit à madame. Le duc d'Anjou, qui avoit compris par ce qu'elle lui avoit dit en le prenant pour mère de Guise, qu'elle avoit de la jalousie, espère de les brouiller, et se mettant auprès d'elle, c'est pour votre trust, madame, plutôt que pour le mien, lui dit-il, que je m'en vais vous apprendre que le duc de Guise ne me raille pas que vous l'ayez choisi à mon préjudice. Ne m'interrompez point, je vous prie, pour me dire le contraire d'une vérité que je ne sais que trop. Il vous trompe, madame, et vous sacrifie à ma sœur, comme il vous l'a sacrifié. C'est un homme qui n'est capable que d'ambition, mais puis qu'il a eu le bonheur de vous plaire, c'est assez. Je ne m'opposerai point à une fortune que je méritois sans doute mieux que Louis. Je m'en rendrois indigne, si je m'opiniâtrois davantage à la conquête d'un cœur qu'un autre possédait. C'est trop de n'avoir pu attirer que votre indifference. Je ne veux pas y faire succéder la haine, en vous importunant plus longtemps de la plus fidèle passion qui fut jamais. Le duc d'Anjou, qui estoit effectivement touché d'amour et de douleur, put à peine achever ses paroles, et quoiqu'il eût commencé son discours dans un esprit de dépit et de vengeance, il s'attendrit, en considérant la beauté de la princesse, et la perte qu'il faisoit en perdant l'espérance d'en être aimé. De sorte que sans attendre sa réponse, il sortit du bal, feignant de se trouver mal, et s'en alla chez Louis réservé à son malheur. La princesse de Montpensier demeura affligée et troublée, comme on se le peut imaginer.
voir sa réputation et le secret de sa vie entre les mains d'un prince qu'elle avoit maltraité, et apprendre par Louis, sans pouvoir en douter, qu'elle est-toi trompée par son amant, est-toi des choses peu capables de lui laisser la liberté d'esprit que demandoit un lieu destiné à la joie. Il fallut pourtant demeurer en ce lieu, et aller souper ensuite chez la duchesse de Montpensier sa belle-mère, qui l'emmena avec elle. Le duc de Guise, qui mourut d'impatience de lui conter ce que lui avoit dit le duc d'Anjou le jour précédent, la suivit chez sa sœur. Mais quel fut son étonnement, lorsque voulant entretenir cette belle princesse, il trouva qu'elle ne lui parloit que pour lui faire des reproches épouvantables, et le dépit lui faisoit faire ces reproches si confusément, qu'il n'y pouvoit rien comprendre, sinon qu'elle l'accusoit d'infidélité et de trahison. Accablé de désespoir de trouver une si grande augmentation de douleur, où il avoit espéré de se consoler de tous ses ennuis, et aimant cette princesse avec une passion qui ne pouvait plus le laisser vivre dans l'incertitude d'en extrémé, il se détermina tout d'un coup. Vous serez satisfaite, madame, lui dit-il. Je m'en vais faire pour vous ce que toute la puissance royale n'aura pu obtenir de moi. Il m'en coûtera ma fortune, mais c'est peu de choses pour vous satisfaire. Sans demeurer davantage chez la duchesse sa sœur, il s'en alla trouver à l'heure mesme les cardinaux, ses oncles, et sur le prétexte du mauvais traitement qu'il avoit reçu du roi, il leur fit voir une si grande nécessité pour sa fortune à faire paroistre qu'il n'avoit aucune pensée d'espouser madame, qu'il les obligea à conclure son mariage avec la princesse de Portien, duquel on avoit déjà parlé. La nouvelle de ce mariage fut aussitôt cessée par tout Paris. Tout le monde fut surpris, et la princesse de Montpensier en fut touchée de joie et de douleur. Elle fut bien aise de voir par là le pouvoir qu'elle avoit sur le duc de Guise, et elle fut fâchée en mesme temps de lui avoir fait abandonner une chose aussi avantageuse que le mariage de madame. Le duc de Guise, qui vouloit au moins que l'amour le récompensât de ce qu'il perdoit du côté de la fortune, pressa la princesse de lui donner une audience particulière, pour s'éclaircir des reproches injustes qu'elle lui avoit faits. Il obtint qu'elle se trouvera chez la duchesse de Montpensier s'assura une heure que cette duchesse n'y serait pas, et qu'il pourrait l'entretenir en particulier. Le duc de Guise eut la joie de se pouvoir jeter à ses pieds, de lui parler en liberté de sa passion, et de lui dire ce qu'il avoit souffert de ses soupçons. La princesse ne pouvait s'ôter de l'esprit ce que lui avoit dit le duc d'Anjou, quoique le procédé du duc de Guise la dasse absolument rassurée. Elle lui apprit le juste sujet qu'elle avoit de croire qu'il l'avoit trahi, puis que le duc d'Anjou savoit ce qu'il ne pouvait avoir appris que de lui. Le duc de Guise ne savoit par où se défendre, et estoit aussi embarrassé que la princesse de Montpensier à deviner ce qui avoit pu découvrir leur intelligence. Enfin dans la suite de leur conversation, comme elle lui remontra, qu'il avoit eu tort de précipiter son mariage avec la princesse de Portien, et d'abandonner celui de madame, qui lui estoit si avantageux, elle lui dit qu'il pouvait bien juger qu'elle n'en eût eu aucune jalousie, puis que le jour du ballet elle-même l'avoit conjuré de n'avoir des yeux que pour madame. Le duc de Guise lui dit qu'elle avoit eu l'intention de lui faire ce commandement, mais qu'assurément elle ne lui avoit pas fait. La princesse lui soutint le contraire. Enfin à force de disputer et d'approfondir, ils trouvent qu'il falloit qu'elle se fasse tromper dans la ressemblance des habits, et qu'elle mesme eût appris au duc d'Anjou ce qu'elle accusoit le duc de Guise de lui avoir appris. Le duc de Guise qui estoit presque justifié dans son esprit par son mariage, le fut entièrement par cette conversation. Cette belle princesse ne put refuser son cœur à un homme qui l'avoit possédée autrefois, et qui venait de tout abandonner pour elle. Elle consentit donc à recevoir ses vux, et lui permit de croire qu'elle n'estoit pas insensible à sa passion. L'arrivée de la duchesse de Montpensier sa belle-mère finit cette conversation, et empêcha le duc de Guise de lui faire voir les transports de sa joie.
quelque temps après la course en allant à Blois, où la princesse de Montpensier la suivit, le mariage de madame avec le roi de Navarre y fut conclu. Le duc de Guise, ne connaissant plus de grandeur ni de bonne fortune que celle d'Estrémé de la princesse, vit avec joie la conclusion de ce mariage, qui le roi comblait de douleur dans un autre temps. Il ne pouvait si bien cacher son amour, que le prince de Montpensier n'en entrevisse quelque chose, lequel, n'étant plus maître de sa jalousie, ordonna à la princesse sa femme de s'en aller à Champigny. Ce commandement lui fut bien rude, il fallut pourtant obéir. Elle trouva moyen de dire adieu en particulier au duc de Guise, mais elle se trouva bien embarrassée à lui donner des moyens sources pour lui écrire. Enfin, après avoir bien cherché, elle jeta les yeux sur le comte de Chabannes, qu'elle comptoit toujours pour son ami, sans considérer qu'il estoit son amant. Le duc de Guise, qui savoit à quel point ce comte estoit ami du prince de Montpensier, fut épouvanté qu'elle le choisisse pour son confident, mais elle lui répondit si bien de sa fidélité, qu'elle le rassura. Il se sépara d'elle avec toute la douleur que peut causer l'absence d'une personne que l'on aime passionnément. Le comte de Chabannes, qui avait toujours resté malade à Paris pendant le séjour de la princesse de Montpensier à Blois, sachant qu'elle s'en allait à Champigny, la fut trouver sur le chemin pour s'en aller avec elle. Elle lui fit 1000 caresses et 1000 amitiés, et lui témoigna une impatience extraordinaire de s'entretenir en particulier, dont il fut d'abord charmé. Mais quel fut son étonnement et sa douleur, quand il trouva que cette impatience n'allait qu'à lui compter qu'elle estoit passionnément aimée du duc de Guise, et qu'elle l'aimait de la même sorte. Son étonnement et sa douleur ne lui permirent pas de répondre. La princesse, qui estoit pleine de sa passion, et qui trouva un soulagement extrême à lui en parler, ne prit pas garde à son silence, et se mit à lui conter jusqu'aux plus petites circonstances de son aventure. Elle lui dit comme le duc de Guise et elle estoit convenue de recevoir par son moyen les lettres qu'il devait s'écrire. Ce fut le dernier coup pour le comte de Chabannes, de voir que sa maîtresse voulait qu'il servît son rival, et qu'elle lui en faisait la proposition comme d'une chose qui lui devait être agréable. Il estoit si absolument maître de lui-même, qu'il lui cacha tous ses sentiments. Il lui témoigna seulement la surprise où il estoit de voir en elle un si grand changement. Il espère d'abord que ce changement qui lui ostoit toutes ses espérances, lui osteroit aussi toute sa passion, mais il trouva cette princesse si charmante, sa beauté naturelle étant encore de beaucoup augmentée par une certaine grâce que lui avait donné l'air de la cour, qu'il sentit qu'il l'aimait plus que jamais. Toutes les confidences qu'elle lui faisait sur la tendresse et sur la délicatesse de ses sentiments pour le duc de Guise, lui faisait voir le prix du cœur de cette princesse, et lui donnait un désir de le posséder. Comme sa passion estoit la plus extraordinaire du monde, elle produisit l'effet du monde le plus extraordinaire, car elle le fit résoudre de porter à sa maîtresse les lettres de son rival. L'absence du duc de Guise donna un chagrin mortel à la princesse de Montpensier. Et n'espérant de soulagement que par ses lettres, elle tourmentoit incessamment le comte de Chabannes pour savoir s'il n'en recevait point, et se prenoit quasi à lui de n'en avoir pas assez tos. Enfin, il en reçut par un gentilhomme du duc de Guise, et il les lui apporta à leur mesme, pour ne lui retarder pas sa joie d'un moment. Celle qu'elle eut de les recevoir fut extrême. Elle ne prit pas le soin de la lui cacher, et lui fit avaler à longs traits tout le poison imaginable, en lui lisant ses lettres, et la rispance tendre et galante qu'elle y faisait. Il porta cette rispance au gentilhomme avec la même fidélité avec laquelle il avait rendu la lettre à la princesse, mais avec plus de douleur. Il se consola pourtant un peu dans la pensée que cette princesse ferait quelque réflexion sur ce qu'il faisait pour elle, et qu'elle lui en témoignerait de la reconnaissance. La trouvant de jour en jour plus rude pour lui,
par le chagrin qu'elle avoua d'ailleurs, il prit la liberté de la supplier de penser un peu à ce qu'elle lui faisait souffrir. La princesse qui n'avoua dans la teste que le duc de Guise, et qui ne trouva que Louis seul digne de l'adorer, trouva si mauvais qu'un autre que Louis osa penser à elle, qu'elle maltraita bien plus le comte de Chabannes en cette occasion, qu'elle n'avoua fait la première fois qu'il lui avoua parlé de son amour. Quoique sa passion, aussi bien que sa patience, faste extrême, et à toutes épreuves, il quitta la princesse, et s'en alla chez un de ses amis dans le voisinage de Champigny, d'où il lui écrivit avec toute la rage que pouvait causer un si étrange procédé, mais néanmoins avec tout le respect qui estoit dû à sa qualité, et par sa lettre il lui disait un éternel adieu. La princesse commença à se repentir d'avoir si peu ménagé un homme sur qui elle avait tant de pouvoir, et ne pouvant se résoudre à le perdre, non seulement à cause de l'amitié qu'elle avait pour Louis, mais aussi par l'intérêt de son amour, pour lequel il lui estoit tout à fait nécessaire, elle lui manda qu'elle vouloit absolument lui parler encore une fois, et après cela qu'elle le laissoit libre de faire ce qu'il lui plairoit. L'on est bien foible quand on est amoureux. Le comte revint, et en moins d'une heure la beauté de la princesse de Montpensier, son esprit, et quelques paroles obligeantes le rendirent plus soumis qu'il n'avoit jamais esté, et il lui donna mesme des lettres du duc de Guise, qu'il venait de recevoir. Pendant ce temps, l'envie qu'on eut à la cour d'y faire venir les chefs du parti huguenot, pour cet horrible dessein qu'on exécuta le jour de la Barthélemy, fit que le roi, pour les mieux tromper, éloigna de Louis tous les princes de la maison de Bourbon, et tous ceux de la maison de Guise. Le prince de Montpensier s'en retourna à Champigny, pour achever d'accabler la princesse sa femme par sa présence. Le duc de Guise s'en alla à la campagne, chez le cardinal de Lorraine son oncle. L'amour et l'oisiveté mirent dans son esprit un si violent désir de voir la princesse de Montpensier, que sans considérer ce qu'il hasardoit pour elle, et pour Louis, il feignit un voyage, et laissant tout son train dans une petite ville, il prit avec Louis ce seul gentilhomme qui avait déjà fait plusieurs voyages à Champigny, et il s'y en alla en poste. Comme il n'avoit point d'autre adresse que celle du comte de Chabannes, il lui fit écrire un billet par ce mesme gentilhomme, par lequel ce gentilhomme le priait de le venir trouver en un lieu qu'il lui marqua. Le comte de Chabannes, croyant que c'estoit seulement pour recevoir des lettres du duc de Guise, l'alla trouver, mais il fut extrêmement surpris quand il vit le duc de Guise, et il n'en fut pas moins affligé. Ce duc, occupé de son dessein, ne prit non plus garde à l'embarras du comte, que la princesse de Montpensier avait fait à son silence, lors qu'elle lui avait conté son amour. Il se mit à lui exagérer sa passion, et à lui faire comprendre qu'il mourroit infailliblement, s'il ne lui faisait obtenir de la princesse la permission de la voir. Le comte de Chabannes lui répondit froidement qu'il dirait à cette princesse tout ce qu'il souhaitait qu'il lui dise, et qu'il viendrait à lui en rendre réponse. Il s'en retourna à Champigny, combattu de ses propres sentiments, mais avec une violence qui lui ostait quelquefois toutes sortes de connaissances. Souvent il prenait résolution de renvoyer le duc de Guise sans le dire à la princesse de Montpensier, mais la fidélité exacte qu'il lui avait promise, changeait aussitôt sa résolution. Il arriva auprès d'elle sans savoir ce qu'il devait faire, et apprenant que le prince de Montpensier estoit à la chasse, il alla droit à l'appartement de la princesse, qui le voyant troublé, fit retirer aussitôt ses femmes pour savoir le sujet de ce trouble. Il lui dit, en se modérant le plus qu'il lui fut possible, que le duc de Guise estoit à une lieue de Champigny, et qu'il souhaitait passionnément de la voir. La princesse fit un grand cri à cette nouvelle, et son embarras ne fut guère moindre que celui du comte. Son amour lui présente d'abord la joie qu'elle auroit de voir un homme qu'elle aimait si tendrement.
Mais quand elle pensa combien cette action estait contraire à sa vertu, et qu'elle ne pouvait voir son amant qu'en le faisant entrer la nuit chez elle à l'insu de son mari, elle se trouva dans une extrémité épouvantable. Le comte de Chabannes attendait sa réponse comme une chose qui allait décider de sa vie ou de sa mort. Jugeant de l'incertitude de la princesse par son silence, il prit la parole, pour lui représenter tous les périls où elle s'exposera par cet entrevue. Et voulant lui faire voir qu'il ne lui tenait pas ce discours pour ses intérêts, il lui dit, si après tout ce que je viens de vous représenter, madame, votre passion est la plus forte, et que vous désiriez voir le duc de Guise, que ma considération ne vous en empêche point, si celle de votre interest ne le fait pas. Je ne veux point priver d'une si grande satisfaction une personne que j'adore, ni est cause qu'elle cherche des personnes moins fidèles que moi pour se la procurer. Madame, si vous le voulez, j'irai quérir le duc de Guise dès ce soir, car il est trop périlleux de le laisser plus longtemps où il est, et je l'amènerai dans votre appartement. Mais par où et comment, interrompit la princesse. Ah! Madame, s'écria le comte, c'en est fait, puis que vous ne délibrez plus que sur les moyens. Il viendra, madame, ce bienheureux amant. Je l'amènerai par le parc, donnez ordre seulement à celle de vos femmes à qui vous vous fiez le plus, qu'elle baisse, précisément à minuit, le petit pont-levis qui donne de votre antichambre dans le parterre, et ne vous inquiétez pas du reste. En achevant ces paroles, il se leva, et sans attendre d'autre consentement de la princesse de Montpensier, il remonta à cheval, et vint trouver le duc de Guise qui l'attendait avec une impatience extrême. La princesse de Montpensier demeura si troublée, qu'elle fut quelque temps sans revenir à elle. Son premier mouvement fut de faire repeler le comte de Chabannes, pour lui défendre d'amener le duc de Guise, mais elle n'en eut pas la force. Elle pensa que sans le repeler, elle n'avait qu'à ne point faire abaisser le pont. Elle crut qu'elle continuerait dans cette résolution. Quand l'heure de l'assignation approcha, elle ne put résister davantage à l'envie de voir un amant qu'elle croyait si digne d'elle, et elle instruisit une de ses femmes de tout ce qu'il falloit faire pour introduire le duc de Guise dans son appartement. Cependant ce duc et le comte de Chabannes approchaient de Champigny, mais dans un état bien différent. Le duc abandonna son âme à la joie, et à tout ce que l'espérance inspire de plus agréable, et le comte s'abandonna à un désespoir, et à une rage, qui le poussera 1000 fois à donner de son épée au travers du corps de son rival. Enfin ils arrivèrent au parc de Champigny, où ils laisseront leurs chevaux à l'escuyer du duc de Guise, et passant par des bréchises qui estoient aux murailles, ils vinrent dans le parterre. Le comte de Chabannes, au milieu de son désespoir, avait toujours quelque espérance que la raison reviendra à la princesse de Montpensier, et qu'elle prendra enfin la résolution de ne point voir le duc de Guise. Quand il vit ce petit pont abaissé, ce fut alors qu'il ne put douter du contraire, et ce fut aussi alors qu'il fut tout preste à se porter aux dernières extrémités. Mais venant à penser que s'il faisait du bruit, il serait ouï apparemment du prince de Montpensier, dont l'appartement donnait sur le mesme parterre, et que tout ce désordre tomberait ensuite sur la personne qu'il aimait le plus, sa rage se calma à l'heure même, et il acheva de conduire le duc de Guise aux pieds de sa princesse. Il ne put se résoudre à être témoin de leur conversation, quoique la princesse lui témoignasse le souhaitèrent, et qu'il l'eusse bien souhaité lui-même. Il se retira dans un petit passage qui estoit du côté de l'appartement du prince de Montpensier, ayant dans l'esprit les plus tristes pensées qui aient jamais occupé l'esprit d'un amant. Cependant quelque peu de bruit qu'il eût fait en passant sur le pont, le prince de Montpensier, qui par malheur estoit éveillé dans ce moment, l'entendit, et fit lever un de ses valets de chambre, pour voir ce que c'estoit. Le valet de chambre mit la tête à la fenêtre, et au travers de l'obscurité de la nuit, il aperçut que le pont estoit abaissé. Il en avertit son maître,
qui lui commanda en mesme temps d'aller dans le parc voir ce que ce pouvait être. Un moment après il se leva lui-même, étant inquiété de ce qu'il lui sembla avoir eu y marcher quelqu'un, et il s'en vint droit à l'appartement de la princesse sa femme, qui respondait sur le pont. Dans le moment qu'il approcha de ce petit passage, où estait le comte de Chabannes, la princesse de Montpensier, qui avait quelque honte de se trouver seule avec le duc de Guise, pria plusieurs fois le comte d'entrer dans sa chambre. Il s'en excusa toujours, et comme elle l'empressa davantage, possédé de rage et de fureur, il lui répondit si haut qu'il fut ui du prince de Montpensier, mais si confusément que ce prince entendit seulement la voix d'un homme, sans distinguer celle du comte. Une pareille aventure eût donné de l'emportement à un esprit et plus tranquille, et moins jaloux. Aussi mit-elle d'abord l'excès de la rage et de la fureur dans celui du prince. Il heurta aussitôt à la porte avec impétuosité, et criant pour se faire ouvrir, il donna la plus cruelle surprise du monde à la princesse, au duc de Guise et au comte de Chabannes. Le dernier entendant la voix du prince comprit d'abord qu'il estait impossible de l'empêcher de croire qu'il n'y eût quelqu'un dans la chambre de la princesse sa femme, et la grandeur de sa passion lui montrant en ce moment, que s'il y trouva le duc de Guise, madame de Montpensier aura la douleur de le voir tué à ses yeux, et que la vie mesme de cette princesse ne sera pas en sûreté, il se résolut par une générosité sans exemple, de s'exposer pour sauver une maîtresse ingrate, et un rival aimé. Pendant que le prince de Montpensier donna 1000 coups à la porte, il vint au duc de Guise, qui ne savait quelle résolution prendre, et il le mit entre les mains de cette femme de madame de Montpensier qui l'avait fait entrer par le pont, pour le faire sortir par le mesme lieu, pendant qu'il s'exposera à la fureur du prince. À peine le duc estait hors l'antichambre, que le prince ayant enfoncé la porte du passage, entra dans la chambre comme un homme possédé de fureur, et qui cherchait sur qui la faire éclater. Mais quand il ne vit que le comte de Chabannes, et qu'il le vit immobile, appuyé sur la table, avec un visage où la tristesse estait peinte, il demeura immobile lui-même, et la surprise de trouver seul et la nuit dans la chambre de sa femme l'homme du monde qu'il aimait le mieux, le mit hors d'état de pouvoir parler. La princesse estait à demi évanouie sur des carreaux, et jamais peut-être la fortune n'a mis 3 personnes en des états si pitoyables. Enfin le prince de Montpensier qui ne croyait pas voir ce qu'il voyait, et qui voulait démêler ce chaos où il venait de tomber, adressant la parole au comte, d'un ton qui faisait voir qu'il avait encore de l'amitié pour lui, « Que vois-je, lui dit-il. Est-ce une illusion ou une vérité? Est-il possible qu'un homme que j'ai aimé si chèrement choisisse ma femme entre toutes les autres femmes pour la séduire? Et vous, madame, dit-il à la princesse, en se tournant de son côté, n'est-ce pas ce point assez de moster votre cœur, et mon honneur, sans moster le seul homme qui me pouvait consoler de ses malheurs? Répondez-moi l'un ou l'autre, leur dit-il, et éclaircissez-moi d'une aventure que je ne puis croire telle qu'elle me paroisse. La princesse n'était pas capable de répondre, et le comte de Chabannes ouvrit plusieurs fois la bouche sans pouvoir parler. Je suis criminel à votre égard, lui dit-il enfin, et indigne de l'amitié que vous avez eue pour moi, mais ce n'est pas de la manière que vous pouvez vous l'imaginer. Je suis plus malheureux que vous, et plus désespéré. Je ne saurais vous en dire davantage. Ma mort vous vengera, et si vous voulez me la donner tout à l'heure, vous me donnerez la seule chose qui peut m'être agréable. Ces paroles, prononcées avec une douleur mortelle, et avec un air qui marqua son innocence, au lieu d'éclaircir le prince de Montpensier, lui persuada de plus en plus qu'il y avait quelque mystère dans cette aventure qu'il ne pouvait deviner, et son désespoir s'augmentant par cette incertitude, « Ostez-moi la vie vous-même, lui dit-il, ou donnez-moi l'éclaircissement de vos paroles, je n'y comprends rien. Vous devez cet éclaircissement à mon amitié? Vous le devez à ma modération,
car tout autre que moi au roi déjà vengé sur votre vie un affront si sensible. Les apparences sont bien fausses, interrompit le comte. Ah, c'est trop, répliqua le prince, il faut que je me venge, et puis je m'éclaircirai à loisir. En disant ces paroles, il s'approcha du comte de Chabannes avec l'action d'un homme emporté de rage. La princesse craignant quelque malheur, ce qui ne pouvait pourtant pas arriver, son mari n'ayant point d'esprit, se leva pour se mettre entre deux. La faiblesse où elle estait, la fit succomber à cet effort, et comme elle approcha de son mari, elle tomba évanouie à ses pieds. Le prince fut encore plus touché de cet évanouissement, qu'il n'avait esté de la tranquillité où il avait trouvé le comte, lors qu'il s'estait approché de lui, et ne pouvant plus soutenir la vue de deux personnes qui lui donnaient des mouvements si tristes, il tourna la tête de l'autre côté, et se laissa tomber sur le lit de sa femme, accablé d'une douleur incroyable. Le comte de Chabannes pénétré de repentir d'avoir abusé d'une amitié dont il recevait tant de marques, et ne trouvant pas qu'il passe jamais réparer ce qu'il venait de faire, sortit brusquement de la chambre, et passant par l'appartement du prince, dont il trouva les portes ouvertes, il descendit dans la cour. Il se fit donner des chevaux, et s'en alla dans la campagne, guidé par son seul désespoir. Cependant le prince de Montpensier qui voit que la princesse ne revenait point de son évanouissement, la laissa entre les mains de ses femmes, et se retira dans sa chambre avec une douleur mortelle. Le duc de Guise qui estait sorti heureusement du parc, sans savoir quasi ce qu'il faisait, tant il estait troublé, s'éloigna de Champigny de quelques lieues, mais il ne put s'éloigner davantage, sans savoir des nouvelles de la princesse. Il s'arrêta dans une forêt, et envoya son escuyer pour apprendre du comte de Chabannes ce qui estait arrivé de cette terrible aventure. L'escuyer ne trouva point le comte de Chabannes, mais il apprit d'autres personnes que la princesse de Montpensier estait extraordinairement malade. L'inquiétude du duc de Guise fut augmentée par ce que lui dit son escuyer, et sans la pouvoir soulager, il fut contraint de s'en retourner trouver ses oncles, pour ne pas donner de soupçons par un plus long voyage. L'escuyer du duc de Guise lui avait rapporté la vérité, en lui disant que madame de Montpensier estait extrêmement malade, car il estait vrai que sitôt que ses femmes l'eurent mise dans son lit, la fièvre lui prit si violemment, et avec des rêveries si horribles, que dès le second jour l'on craignit pour sa vie. Le prince feignit d'être malade, afin qu'on ne s'étonnasse de ce qu'il n'entra pas dans la chambre de sa femme. L'ordre qu'il reçut de s'en retourner à la cour, où l'on rappela tous les princes catholiques pour exterminer les Huguenots, le tira de l'embarras où il estait. Il s'en alla à Paris, ne sachant ce qu'il avait à espérer ou à craindre du mal de la princesse sa femme. Il n'y fut pas sitôt arrivé, qu'on commença d'attaquer les Huguenots en la personne d'un de leurs chefs, l'amiral de Chastillon, et 2 jours après l'on fit cet horrible massacre, si renommé par toute l'Europe. Le pauvre comte de Chabannes, qui s'estait venu cacher dans l'extrémité de l'un des faubourgs de Paris, pour s'abandonner entièrement à sa douleur, fut enveloppé dans la ruine des Huguenots. Les personnes chez qui il s'estait retiré l'ayant reconnu, et s'estant souvenu est-ce qu'on l'avait soupçonné d'être de ce parti, le massacrerant cette mesme nuit qui fut si funeste à tant de gens. Le matin le prince de Montpensier allant donner quelques ordres hors la ville, passa dans la ruée où estait le corps de Chabannes. Il fut d'abord saisi d'étonnement à ce pitoyable spectacle, ensuite son amitié se réveillant, elle lui donna de la douleur, mais le souvenir de l'offense qu'il croyait avoir reçue et du comte, lui donna enfin de la joie, et il fut bien aise de se voir vengé par les mains de la fortune. Le duc de Guise occupé du désir de venger la mort de son père, et peu après rempli de la joie de l'avoir vengé, laissa peu à peu éloigner de son âme le soin d'apprendre des nouvelles de la princesse de Montpensier, et trouvant la marquise de Noailles-et-Moustier,
personne de beaucoup d'esprit et de beauté, et qui donna plus d'espérance que cette princesse, il s'y attacha entièrement, et l'aima avec une passion démesurée, et qui lui dura jusqu'à la mort. Cependant après que le mal de Madame de Montpensier fut venu au dernier point, il commença à diminuer. La raison lui revint, et se trouvant un peu soulagée par l'absence du prince son mari, elle donna quelque espérance de sa vie. Sa santé revenait pourtant avec grande peine, par le mauvais état de son esprit, et son esprit fut travaillé de nouveau, quand elle se souvint qu'elle n'avait eu aucune nouvelle du duc de Guise pendant toute sa maladie. Elle s'enquit de ses femmes, si elle n'avait vu personne, si elle n'avait point de lettres, et ne trouvant rien de ce qu'elle eût souhaité, elle se trouva la plus malheureuse du monde, d'avoir tout hasardé pour un homme qui l'abandonna. Ce lui fut encore un nouvel accablement d'apprendre la mort du comte de Chabannes, qu'elle sut bientôt par les soins du prince son mari. L'ingratitude du duc de Guise lui fit sentir plus vivement la perte d'un homme dont elle connaissait si bien la fidélité. Tant de deux plaisirs si pressants la remirent bientôt dans un état aussi dangereux que celui dont elle estait sortie. Et comme Madame de Noiré-Moustier estait une personne qui prenait autant de soin de faire éclater ses galanteries, que les autres en prennent de les cacher, celle de Monsieur de Guise et d'elle estait si publique, que tout éloignée et toute malade qu'estait la princesse de Montpensier, elle les apprit de tant de causeté, qu'elle n'en put douter. Ce fut le coup mortel pour sa vie. Elle ne put résister à la douleur d'avoir perdu l'estime de son mari, le cœur de son amant, et le plus parfait ami qui fut jamais. Elle mourut en peu de jours, dans la fleur de son âge, une des plus belles princesses du monde, et qui aurait été sans doute la plus heureuse, si la vertu et la prudence eussent conduit toutes ses actions. Fin. Note du transcripteur: dans la présentation de cette version électronique on a rendu plus systématique la distinction, imparfaitement achevée dans l'original, entre les lettres I/J, U/V. On a conservé l'orthographe de l'original avec ses bizarreries, mais on a corrigé les coquilles les plus manifestes. Pouvoir en pouvoir, rien ne pouvait ébranler, le en la ville de Poitiers, interrompre, ne songea pas à l'interrompre, répeller en répelle, sans le répeller. Astérisque 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 End of the Project Gutenberg e-book La princesse de Montpensier astérisque 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 Updated editions will replace the previous one. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.
Start, full license. The full project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the project Gutenberg symbol. Marque commerciale. Mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol. Marque commerciale. Licence available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol. Marque commerciale electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol. Marque commerciale mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol. Marque commerciale works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol. Marque commerciale name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol. Marque commerciale licence when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol. Marque commerciale work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.
Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.E.2 If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.3 If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.E.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.E.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.E.1. 1.E.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commerciale works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commerciale works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commerciale trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked association to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that /et does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commerciale license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of project Gutenberg symbol marque commerciale works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg symbol marque commerciale works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg symbol marque commerciale trademark. Contact the Foundation as set forth in section 3 below. 1.f.1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the project Gutenberg symbol marque commerciale collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the project Gutenberg symbol marque commerciale trademark, and any other party distributing a project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation,
the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or imply, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.
Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501 c3 educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84 116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commercial concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commercial ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commercial ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org.
This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commercial, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks. La princesse de Montpensier. Le libraire au lecteur. La princesse de Montpensier. Note du transcripteur The Full Project Gutenberg Licence,